Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans votre émission Faites de la télé 3.0. C'est sur la télévision togolaise et on est encore très heureux de vous retrouver ce dimanche avec ce charmant public qui nous accompagne. Et dans cette émission, on va parler accident de la route et surtout le cas de Djablé et de Agoé Kakaveli, le coup de gueule de Armel, le mois du consommé local, l'apport des chambres de métier dans la promotion justement du consommé local. Et pour en parler, nous allons recevoir sur le fauteuil rouge Monsieur Issa Mohamed, président de l'Union des chambres régionales de métiers du Togo. Bonsoir, président. Vous allez bien? Super, merci d'être là avec nous. Installez-vous. Et donc, toujours avec moi, Luc, Armel et notre nouvelle chroniqueuse, Patience Adjivon. En fait, la télé 3.0 commence maintenant. Eh bien voilà, si vous venez d'arriver sur la première, eh bien vous faites de la télé avec l'ensemble de l'équipe. Bonsoir Luc. Bonsoir Magla. Ça va? Ça va, ça va. Bel après-midi on va dire. Oui, bel après-midi. C'est un week-end rempli de beaucoup de surprises pour moi parce que j'ai eu la chance de retrouver mes camarades, mes anciens camarades. Comme l'a dit Centrinos, il y a toujours de l'émotion quand on les retrouve. Et je salue en passant les anciens camarades de la promotion à 6e 3 du lycée de Podi. Ils se reconnaîtront. Ils se reconnaîtront, voilà. Forcément. Allez, ça fait plaisir. En tout cas, Armel, bonjour, bonsoir, ça va? Bonsoir, ça va super bien. Un bon après-midi avec vous. Ouais. Bon, après la messe de ce matin, j'ai dû écourter la petite sieste que je fais d'habitude avant d'aller à la plage, m'aérer les idées pour être ici pour débattre encore des sujets de l'actualité. Tu iras à la plage après l'émission? Non. Okay. Après l'émission, non. Après l'émission, je préfère... Qui va à la plage la nuit? Non, tu préfères, continue bien la phrase, voilà. Non. Je préfère rentrer chez moi. Je préfère rentrer chez moi. Ok, très bien. Mais ça va super bien. Allez, Madame Patience Adjivon, Oui, cofondatrice de Lomé Business School. Écoutez, ça va bien. Vous allez bien? Comme dimanche, quoi. Tout à l'heure, quand je disais que j'étais notre nouvelle chroniqueuse, c'est juste pour blaguer. Hein? On sait, oui. Voilà, très bien. Bon, en même temps, je peux accepter s'il y a un bon contrat. Ah oui, pourquoi pas? Le poste est à prendre, il n'y a même pas de souci. D'accord. Ouais. Bon, c'est acté devant tout le monde. Non, après, tu vois ça avec Luc et puis, ben voilà. Team manager. Vous allez bien, LBS se porte bien, la reprise... Oui, donc on vient de passer une semaine. Après 2 semaines d'intégration, on a commencé effectivement les cours il y a une semaine. Et donc, un peu fatigué parce que c'était la course au début. Il faut prendre le rythme. Mais maintenant, ça va. Très bien, super. Merci de nous faire l'honneur d'être encore présente sur ce plateau. Ça fait toujours plaisir de t'avoir. Hein. Voilà. Plaisir partagé. Hein. Merci beaucoup. Monsieur Issa Mohamed, je rappelle président de l'Union des chambres régionales de métiers du Togo, nous fait l'honneur également de participer à cette émission. Ça fait vraiment plaisir. Merci encore une fois. Vous allez bien? Je vais bien, Magla. Super. Oui. Et comment se portent, je vais dire, les artisans? Je vais aller comme ça. Comme vous-même vous le constatez derrière vous, les artisans se portent bien. Hein? Allez, très bien. Merci beaucoup en tout cas. Et merci aussi à vous d'être là pour participer à cette émission. Tout à l'heure, on va parler du consommé local avec vous et bien naturellement avec d'autres présidents qui sont là avec nous. Mais avant, on commence cette émission avec ce sujet, on va dire, triste, des accidents de la route, on en connaît. Et il y en a eu récemment, de très mortels d'ailleurs, le cas de Djablé et de Agoé Kakaveli. Et Samuel nous fait le récit et derrière, on en parle.
De plus en plus, l'on dénombre des accidents mortels sur le territoire national. Les gros porteurs, des usagers de la route, souvent à l'origine des pertes en vies humaines de manière accidentelle sur nos routes. Perte de contrôle, blocage du système de fonctionnement, défaillance du système de freinage, non-vigilance des conducteurs sont entre autres raisons évoquées après ces drames. Dans une même semaine, 2 accidents ont été enregistrés avec des pertes en vies humaines. À Diaglé, dans la commune d'Ian 1, un titan qui a perdu contrôle a ramassé tout sur son passage. L'incident a eu lieu autour de 18h, jour du marché. Cette semi-remorque a surgi de façon inattendue et a cogné au moins 4 voitures sur sa droite avant de traverser la chaussée pour chuter dans un ravin juste à côté d'une station d'essence, bloquée dans sa folle course par 4 motos, 2 voitures et un camion berne en stationnement. Le bilan fait état de 3 morts, dont certains dans un état méconnaissable, et 11 blessés, dont un couple de pasteurs. Même scénario du côté d'Agueil-Kakaveli. Le gros porteur aurait roulé sur une dame enceinte qui était allée chercher ses 2 enfants toutes mineures à l'école. Nul n'a vu la scène venir. Il faut juste noter que cette dame et ses 2 enfants ont succombé sur le champ. Très alarmant cette situation. Paix aux âmes des illustres disparus et condoléances sincères aux familles attristées. Comment remédier à ce phénomène de gros porteurs qui ne fait que tuer la population en circulation? Magloire, avec ses chroniqueurs, en parle. Justement, que faire? Et il y a une relation entre les deux, on va dire. C'est les gros porteurs, les gros camions, hein, Luc. Oui, déjà une situation assez difficile. Il n'y a pas très longtemps, quand le ministère en charge de la sécurité a dressé un bilan assez lourd, mais là, c'est inquiétant. Très inquiétant parce que avant de commencer, je voudrais présenter mes condoléances à ces familles éplorées. Ce n'est pas du tout facile de subir ce qu'elles sont en train de subir actuellement, surtout ce dernier incident où un père de famille perd en même temps sa femme et ses 2 enfants, disons, apparemment la femme était enceinte. Ce n'est pas vraiment évident et j'imagine l'état psychologique de ce monsieur qui s'avère être un confrère. C'est vraiment triste, et je crois que c'est l'occasion d'attirer l'attention des uns et des autres sur la circulation sur nos voies. Nous avons eu à crier comme quoi on n'a pas de belles voies, c'est ça qui crée des accidents. Aujourd'hui, le gouvernement, l'État a mis la main à la poche. Nous avons de très belles voies, nous avons de très belles routes. Cela ne veut pas dire que nous devons rouler à tombeau ouvert ou nous devons nous laisser aller à n'importe quel comportement incivique sur nos voies. Quand on gare la voiture, il ne revient pas peut-être à l'apprenti qui ne sait pas rouler de venir prendre cette voiture-là. Quand vous êtes en état d'ébriété, il n'est pas bien de rouler. Autant garer là-bas, dormir dans votre voiture. Quand vous vous sentez bien, vous prenez le volant et vous rentrez calmement. Parce que là, vous ne mettez pas seulement votre vie en danger, mais vous mettez la vie de d'autres personnes en danger. Et c'est ça qui n'est pas bien. Si c'est votre vie à tout ça, c'est là... Et les 2 exemples sont là. Oui, on dira c'est... Les victimes innocentes. Oui. Si ça se résume à votre petite personne, on dira, OK, ce sont les conséquences de vos actes. Mais là, vous arrachez des personnes à leur famille et ce n'est pas bien. Les gros porteurs, il y a eu entre-temps un communiqué comme quoi on ne veut plus voir les gros porteurs avant 18h. Je ne sais pas si ce communiqué n'est plus opérationnel ou comment, mais à un moment donné... à tout moment, on le croise. Oui, mais à un moment donné, je ne sais pas... L'État doit sévir. L'État doit sévir parce que ça en est de trop et ce sont des situations que nous n'aimerons plus revivre sur la terre de nos aïeux. Non seulement ces gros porteurs, on les voit à tout moment de la journée, mais dans quel état, Armel? C'est cet aspect qui est aussi important à déplorer. Mais avant d'y arriver, j'aimerais dire que je pense que dans tous les pays, dans tous les codes de la route, les gros porteurs ont des heures de passage et ils ne doivent pas circuler en pleine ville, au centre-ville. Donc, parce qu'ils vont créer peut-être des accidents ou des embouteillages, ainsi de suite. Donc, il va falloir penser à cela, prendre des décisions vraiment adéquates. Maintenant, ces gros porteurs que nous croisons en circulation, c'est dommage parce que parfois, ces gros porteurs, vous êtes derrière, vous les suivez, ils sont dépourvus de feux arrière, de clignotants, de rétroviseurs, de presque des pneus vraiment usés. C'est à se demander comment ça se fait que ces véhicules qui sont censés chaque année passer la visite technique
continuer À rouler. Parce que ça, c'est une question à laquelle il va falloir trouver des solutions assez rapides. Parce que, bon, on sait que de temps en temps, bon, à la togolaise, comme j'ai l'habitude de le dire, mais il faut tenir compte que... Oh, ces voitures n'ont pas fort. On se comprend. Non. Ça se négocie. Ces voitures, on sait consciemment que ces voitures ne sont pas en état de rouler. Parce que peut-être que les pneus ne sont pas adéquats, parce que la plaquette des freins, parce que le clignotant, ainsi de suite. Mais à défaut d'aller les réparer et venir passer la visite technique, bon, on ne passe pas des chemins détournés pour juste avoir sa petite vignette et puis continuer à rouler. Parce qu'on se dit, bon, on rogne sur des petites dépenses qu'on va utiliser pour réparer la voiture. Et maintenant, bon, on tombe dans de gros problèmes où on endette des familles entières. Donc, il faut peut-être faire appel à prise de conscience de tout un chacun. Oui. Parce que, bon, on se dit, je vais, mais quand ça arrive, on n'a plus que les yeux pour pleurer. Maintenant, quelle décision il faut prendre? Parce qu'il va falloir prendre des décisions pour pouvoir réguler cela. Quand on tombe sur une voiture qui, même quand bien même elle a ses vignettes, ainsi de suite, qu'il n'y a pas de feu arrière, c'est un vrai danger. Qu'il n'y a pas de clignotant. Quand la voiture, on sait si elle s'arrête, elle tourne à gauche ou à droite. Il va falloir prendre des décisions parce qu'on a tout le temps les policiers de la DSC, qui sont là. Qui sont déployés. Donc, il faut à un certain moment sévir. Je vais encore choquer les gens en le disant, mais l'Africain, spécialement le Togolais, ne comprend que quand on sévit. Quand il y a le bâton. Quand il y a le bâton. Donc, il va falloir vraiment, surtout que la fin d'année arrive. Oui. Et que je crois que lors du bilan dressé par le ministre en charge de la sécurité, il a dit, mais depuis, on en est où il faut sévir. Non, mais je crois que vous avez fait cas de la DSR tout à l'heure. On sévit. N'oubliez pas, ce service ne peut pas être n'importe où au même moment. Donc, à un moment donné, ce sont des sorties inopinées, donc ils choisissent des localités. Et ce sont ces mêmes chauffeurs qui se donnent des codes. Tout à l'heure, quand on prend l'autre, ou quand l'autre passe, il donne des codes, il dit aux autres, ils sont là, ils sont à ce rond-point, donc faites attention, il faut les contourner et tout. Et je me dis aussi, ces gros porteurs, à un moment donné, ils doivent arrêter d'effrayer les gens en circulation. Il faut les voir au feu tricolore klaxonner. Non, mais attendez, quand vous n'êtes pas patient ou vous ne maîtrisez pas votre engin, quand il klaxonne par derrière, vous risquez de paniquer et de tomber là-bas. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut les sensibiliser. Oui, il faut sévir, mais avant d'en arriver, il faut les sensibiliser aussi. Il faut leur faire comprendre qu'ils ont des engins. Quand il y a catastrophe, genre, on n'arrive pas à arrêter le massacre, quoi. Voilà. Donc, il faut les sensibiliser et ensuite sévir quand il le faut. Oui, je pense qu'aujourd'hui, on débat de ce sujet qui est un peu triste. Oui, très triste. Très triste. Oui. Mais je trouve dommage parce que la semaine prochaine, je suis sûr qu'on passera à autre chose. Parce que c'est comme les décisions, toutes les décisions que le gouvernement prend. C'est la même chose pour les casques. Les casques pour les passagers moto, que ce soit pour les permis de conduire. On prend des décisions, on sort des lois, des décrets, ainsi de suite. Mais on ne met pas en place des structures pour pouvoir faire les mécanismes pour pouvoir... Voilà. Donc, c'est comme si on prenait juste des décisions, je vais dire politiques ou comme ça, juste pour la forme, pour dire, OK, on a pris une telle décision, mais qu'on ne met pas en œuvre des structures pour pouvoir les appliquer. Et c'est dommage. Moi, au-delà des décisions, moi, j'aimerais préciser ceci. C'est vrai, il y a le code de la route et tout, mais au-delà du code, nous-mêmes, nous devons être prudents. Moi, je dis aujourd'hui, rouler ou être à c'est faire preuve de deux choses, le code et la prudence. À tous les niveaux. Ah oui, à tous les niveaux. Le code, que ce soit comment l'appelle-t-on, le conducteur comme le piéton, tout le monde doit être sur son qui-vive. Voilà. Tout le monde doit être sur son qui-vive. Voilà. Patience. Oui, alors moi, ce que je peux rajouter... Une situation très malheureuse. Oui, c'est ça, c'est malheureux. Oui. Et ce que je peux rajouter, c'est en dehors de ces lois qu'on peut voter et qui concernent peut-être nous en tant qu'adultes, il faut trouver des systèmes, bon, étant dans la formation également, il faut trouver des systèmes pour aller vers les plus petits, puisque quand vous remarquez dans une famille, puisque les parents enseignent, on ne traverse pas, par exemple, quand le feu, le bonhomme, il est rouge. Donc, quand vous êtes avec un enfant, vous êtes obligé de respecter, même si quand vous êtes seul, vous allez traverser parce que vous savez estimer, vous êtes avec un enfant. Donc, je pense qu'en commençant aussi à former les plus petits, ceux-là vont aider les adultes
à faire un peu plus attention. Très bien. Parce que voilà, on a l'impression qu'on a des règles dans les yeux, qu'on arrive à estimer. Mais moi, je trouve par expérience que les plus petits, ce sont eux qui nous rappellent ces règles lorsqu'on leur a appris. Donc, c'est peut-être ça qu'il faut voir aussi. Les adultes, c'est fait. Et il faut des adultes responsables. Oui, effectivement, il faut ça. Ouais. Moi, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai vu une école qui a sorti des enfants et leur faire des cours. Je crois qu'à un moment donné, il faut plus de civisme. C'est le civisme qui nous manque. Ces règles, nous les connaissons très bien. Mais on se dit, OK, je suis pressé, ici, je peux me permettre de violer le fait. Mais en violant, tu mets l'autre en danger. En violant, tu mets l'autre en danger. Voilà. C'est ce que nous devons comprendre. Ouais. Armel? L'éducation doit être de tout part. Parce que quand on prend l'exemple des Z-man, quelqu'un Z-man, vous arrêtez au feu rouge. Taxi-moto. Oui. Il est à 100 mètres derrière, il vient, il klaxonne. Il passe tout le monde. Oui. Maintenant, le passager qui est derrière, qui est conscient, on va pouvoir dire aux Z-man, qui est censé lui dire. On ne traverse pas aussi parce que ce n'est pas toi seul. Si on y a accident, ma vie aussi est en danger. Donc il faut que de part et d'autre, chacun puisse ramener l'autre à plus de civisme. Quelquefois, c'est le passager même qui... Oui, vas-y. Bon, allez, malheureusement. Monsieur Issa Mohamed, je rappelle pour les téléspectateurs que vous êtes le président de l'UCRM, l'Union des chambres régionales de métiers du Togo. Vous avez certainement eu vent de ces cas d'accident et vous-même, vous prenez la route. Si vous avez quelque chose à dire, ce sera quoi? Oui, en écoutant mes confrères, mais je me dis que c'est malheureux, c'est vrai. Nous sommes dans une période où, normalement, les conducteurs doivent faire beaucoup plus attention parce que c'est la rentrée scolaire, etc. Voilà. Tout ça là, il va falloir quand même que la sensibilisation puisse s'intensifier. Parce que nous disons que, comme il vient de le dire, il y a des gens qui se lèvent un beau matin pour prendre leur véhicule, conduire, mais ils n'ont pas l'esprit tranquille. D'abord, ils sont dans un état d'ébriété, et ensuite, l'esprit n'est pas tranquille. C'est des gens comme ça qu'il fallait dire, non, descendez, ne prenez pas le volant. Parce que c'est des gens qui vont faire des accidents. Voilà, donc tout ça là concourt quand même à des situations d'insécurité totale dans la rue, comme ils viennent de le dire. Je suis parfaitement d'accord avec eux. Je ne sais pas si maintenant il va falloir quand même qu'on intensifie la sécurité, les mesures sécuritaires, qu'on intensifie le contrôle, qu'on intensifie pour qu'on puisse avoir quand même moins d'accidents dans les rues. C'est vrai que zéro accident. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, mais qu'on puisse avoir un taux beaucoup plus réduit d'accidents dans les rues. Très bien. Luc, Armel, il a soulevé un point assez important sur la sortie des élèves. On est en pleine rentrée scolaire, oui. Ça dépend des établissements. Il y a des établissements, moi j'ai vu à plusieurs reprises. Nous saluons toujours ce monsieur qui est à Atikoumé, qui s'adonne à ce travail à cœur joie, à aider les enfants, à aider nos petits frères à traverser à chaque fois. Voilà. Que ce soit le matin, à midi ou l'après-midi. Et il le fait bénévolement. Oui, il est toujours là à les aider. Et il y a des établissements où c'est bien organisé. Le matin, on sait les heures où les élèves arrivent en masse. Il y a un enseignant qui se pointe là, qui les aide à traverser. À midi, il les aide aussi à retourner chez eux, à traverser en masse. Et on les organise de telle manière que ce ne soit pas un élève qui traverse, mais que ce soit 5 ou 10. Et là, quand on les voit en masse comme ça, il y en a qui arrivent à arrêter la circulation et leur permettre de traverser. Et je crois que ça doit être fait au niveau justement, faire attention quand on est conducteur. Bien sûr, bien sûr. Aux heures de sortie parce que de ces il faut élèves. se dire, ça peut être mon enfant, ça peut être mon petit frère. Voilà, il faut toujours faire attention quand on voit quelqu'un en train de traverser. Ce n'est pour rien, on dit le piéton est prioritaire. Et je pense qu'automatiquement, les gens sont... Et que les piétons aussi sachent reconnaître les passages cloutés. C'est aussi important. Ah oui, c'est important. C'est très important. Vous n'allez pas traverser, au feu tricolore, vous n'allez pas traverser derrière les engins. C'est dangereux. Vous passez devant et le conducteur vous voit. Il sait que vous êtes en train de traverser.
Nos chers taximans de taxi-moto, quand toi tu viens en voiture, tu te gares pile devant les passages cloutés. À ton avis, eux, ils garent où? Pile devant. Il y en a qui sont devant le feu rouge. Et ils attendent que quand c'est vert, celui qui est derrière klaxonne pour qu'il démarre. Donc, Une fois, on a arrêté un conducteur de taxi-moto. Il dit, lui ne comprend pas pourquoi est-ce que le policier était en train de l'arrêter. Pourtant, il était garé sur le passage clouté. Et je lui fais comprendre, mais tu es sur le passage clouté. Si quelqu'un veut traverser, la personne traverse où? Tu es sur le passage clouté, c'est tout à fait normal qu'on t'arrête. Allez, c'est bon? Allez, très bien. Vigilance et prudence, c'est vraiment important. Oui, le respect du code de la route. Voilà, c'est vrai, on l'a dit, 0 accident, ça n'existe pas, mais on peut quand même essayer, oui. Voilà, merci beaucoup. On peut faire un effort de réduire le taux d'accident sur nos routes. Merci beaucoup. Voilà, sans transition, on va passer au coup de gueule d'Armel. Le coup de gueule de ce dimanche. pour le coup de gueule de ce dimanche, j'ai peur de devoir être un peu plus long que d'habitude. Ah. Oui, parce que on a parlé tout à l'heure des élèves. Voilà, je vais juste évoquer le cas de 2 écoles. Une école primaire publique qui est censée être dans Lomé, pas dans un village quelconque. Oui, mais dans Lomé. Elle est dans Lomé ou elle est censée être? Elle est dans Lomé. Oui, parce que à voir, elle est dans Lomé. Je vois. Non, on comprend. C'est la capitale. Oui. On ne doit pas trouver... Ce que tu as vu. Voilà, je ne suis pas en train de dénigrer ceux qui sont dans les villages lointains, mais on est dans Lomé, à, je ne sais pas, même pas 2 km de la voie nationale numéro 2. Il y a une école primaire qui n'a pas, je ne sais pas si je vais l'appeler, une salle de classe. Il n'y a que la toiture et il n'y a plus rien d'autre. Ah. Si. La toiture repose sur quoi? On a mis des pilotis. C'est un hangar. Non, là, ça c'est... Ouais. Oui, c'est un hangar, ça c'est le deuxième. Oui, ok. Ça c'est l'école, ça c'est le CEG. Ah, Là, pile dans la rue, collé à la clôture. Non, attends, Dans la explique. rue, non. Bloqué, voilà, sur l'image. Voilà. Explique-nous, voilà. Pas dans la rue. Ça c'est la rue. Où ça? La voie, Ce là, que nous voyons, ça, c'est la rue. c'est la rue. Ah, Et ok, au fond? ok. À gauche, à droite, à ma droite, si on veut, là où il y a le... À droite de l'écran, le oui. mur, Le mur, ça, c'est des habitations. Ok. Maintenant, de l'autre côté, il y a l'école là où on voit primaire. les clés. Là où il y a les clés, c'est le collège, c'est le CEG. Bon, est-ce que Ça, c'est c'est la la- clôture ou c'est une salle de classe? C'est une salle de classe. Quoi? C'est le CEG. Si on peut mettre pause Oui, là. oui. Non, Ça, on voit. Voilà, Ok. ça, c'est Non, le mais bâtiment ce- de l'école primaire. Ce qui m'étonne. Attendez. Attends, je t'explique. Au fond, tu vas comprendre. Vas-y. Oui, c'est Ça, important. le bâtiment jaune, c'est le CEG, c'est le primaire. Ok. Maintenant, on a Au fond. sorti... Oui, au fond jaune. Maintenant, on a sorti un décret qu'il faut créer un CEG. Ok. Mais il n'y a pas de place. Ouais. Maintenant, ça, c'est la voie. Tu vois, Oui. ça, c'est la voie tout au fond. Oui. Au fond, il y a une fontaine publique et il y a des poteaux d'électricité de Tegocom qui passent. Ils sont venus, ils ont décidé, je ne sais pas qui, de mettre une clé. C'est un hangar, oui. Un hangar avec Oui. une clé. Dans la Au rue. milieu, dans la rue, collé du bâtiment de l'école primaire à la clôture de l'autre. Je crois qu'il doit y avoir une belle explication. Ok. Non, attends, Est-ce laisse-moi... que la voie qui passe par là est Existe. une voie réglementaire? Réglementaire C'est ou c'est la cour de l'école? De l'école. C'est la toute première question que nous devons nous poser. Oui, c'est bien, mais quelque part, nous devons d'abord aller aux Exactement, informations. t'inquiète, je suis parti aux nouvelles. J'espère que tu es allé au cadastre. Il n'y a pas de problème. D'abord, quand tu vois le bâtiment jaune, ça veut dire que ça, c'est la clôture, c'est la limite de l'école. Non, C'est pas- la Attends. limite, nous ne définissons pas la limite. Oui. Bon, vas-y, Attends, finis. ça, c'est la limite de l'école. D'autant plus qu'elle est clôturée de ce côté-là. L'ouverture est de l'autre côté. Ok. Ça, c'est la rue. Et quand tu dis tu parles du cadastre et ainsi de suite, je pense que la TDE ne va pas aller mettre une fontaine publique si ce n'est pas une rue. Togocom ne va pas aller mettre des piliers là-bas si ce n'est pas une rue. La CET ne va pas mettre un pilier là-bas. On voit quand même le prolongement de la rue. hein. Ça, c'est le prolongement de la rue jusqu'au oui, fond. Ça, c'est la clôture qui ferme l'école primaire. Ok. Maintenant, ils sont venus mettre un bâtiment ou bien un hangar pour dire, OK, c'est le... Qui fait office de classe. qui fait office de classe. Ok. Ils ont mis 2 classes. L'année passée, ils ont commencé avec une petite clé pour la 6e. Et ils avaient dit non, que c'est un truc provisoire parce qu'ils ont un terrain ailleurs. Ok. Maintenant, cette rentrée, ils sont venus, ils ont fermé carrément. Et ils ont mis c'est toujours la là. deuxième classe, ça y est, 6e, 5e. 6e, 5e, C'est pile toujours dans la rue. provisoire, c'est toujours provisoire. C'est toujours provisoire. C'est toujours provisoire.
Tu vois, maintenant, on est parti vers eux, que ce soit les autorités de l'air. Vous êtes allé aux infos, oui. Si. Même jusqu'au maire. En fait, Ils donnent quelle explication? Personne ne donne aucune explication parce qu'ils sont en train de passer par des voies détournées pour pouvoir insister à mettre l'école là. Mais on ne sait pas par quelle magie cela va se faire. OK. On a essayé de contacter le maire, d'envoyer quelqu'un, même s'il n'est pas disponible, quelqu'un de venir C'est dans quel... constater. C'est à côté de Quelle la com- Gouesse aussi. quelle commune? Ça, c'est l'école primaire d'Alikok. C'est Legbasito. Je ne sais pas c'est quelle commune, c'est la mairie de Legbasito. À Gogne, vers 1, si je ne dis pas de Un ou trois. bêtises. Non, pas un. Ah, Ça va? Non, c'est comme c'est 3. 5 Voilà. 2. OK. Ok, donc c'est 2. À Gogne, Parce il que ça va 2. dépend de quel niveau de l'Egbasito. Maintenant, on a insisté à ce qu'on a vu la directrice, c'est une directrice, une charmante dame qui n'en est pour rien. Ok, remonter les informations. Est-ce que On a compris qu'elle est l'inspecteur... charmante. Il n'y a pas de problème. Tu es obligé de dire qu'elle est... Oui. Elle nous a donné deux informations. Oui. Est-ce que l'inspecteur de l'enseignement du second degré, il est au courant, voilà. que l'école, parce que l'inspecteur peut dire, OK, au niveau de l'école primaire, trouver une place, on va commencer les CG. Est-ce que l'inspecteur sait et est-ce que le ministre sait que ce bâtiment est fait dans la rue et que les élèves sont dans la rue et qu'il y a un fil d'électricité qui passe au-dessus de la classe voilà. et ainsi de suite. C'est des questions Parce que, pertinentes exactement. et Moi, légitimes. mon père a l'habitude de dire, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Ça, oui. C'est pas parce qu'on a dit de mettre une classe ou bien une école là qu'il faut, OK. on prend une pierre, on jette et on se dit, bon, là où ça tombe, je vais mettre une classe là. OK. Allez, donc, on va... Oui? Non, j'en ai pas fini parce que Ok, c'est un fini. sujet moi qui me touche On y va, assez oui. personnellement. Le deuxième sujet, c'est une école primaire. École primaire de Corée. OK. Je passe par moment là parce que j'ai un de mes partenaires là. Quand il est 10 heures, la moitié de la classe est sous le soleil. Et c'est des élèves. C'est-à-dire? Il n'y a pas de clôture, il n'y a rien. Juste le hangar et c'est tout. La moitié de la classe est sous le soleil. Et c'est des élèves de l'école primaire, de CP1 et CP2. Yes. Et c'est les deux classes contiguës. Il n'y a pas de séparation. La séparation, c'est un tableau en bois, en bois, qui... En contreplaqué. En contreplaqué qu'on a collé. Et Donc, ça, les ça fait enfants office de séparation. Voilà, les enfants sont là, face à face. Hey. À partir de 10 heures, c'est invivable. Les enfants étudient dans ces conditions-là. Quand il pleut, n'en parlons plus. Mais comment est-ce que, que ce soit les instituteurs qui sont censés dans ces éduquer, conditions, c'est difficile, ouais. voilà. Et maintenant, ils vont jeter la faute sur qui? Sur le directeur. Bon, le directeur, soit. Sur l'inspecteur. Mais comment est-ce qu'on peut... Et à la fin, on dit c'est le gouvernement. En oubliant que le gouvernement, c'est personne. Le gouvernement, c'est nous justement, tous. la responsabilité, en ce deuxième situation, la responsabilité incombe à qui? Voilà, j'en viens. Mon partenaire que je vais voir là-bas d'habitude, il s'est porté volontaire. Il est parti les voir. Il dit, OK, mes enfants ne fréquentent pas ici, mais moi, ça me fait mal de voir les enfants. Voilà, je propose d'acheter des clés pour faire juste... Ils ont dit non. Pour clôturer. Non, il faut aller à l'inspection, voir l'inspecteur, faire une demande, avoir une autorisation pour... Avant d'aider. Avant d'aider. Je dis, mais comment est-ce que... Oui, mais c'est pas parce que c'est public, il faut une hiérarchie, mais quand même, il faut avoir une logique. Comment est-ce qu'on peut accepter cela? Vous êtes dans le domaine de l'enseignement, je veux dire, mais vous êtes dans le privé. Mais ce qu'il explique, vous comprenez cela? Oui, enfin, alors, quand c'est les écoles privées, je sais que par défaut, hein, dans les sociétés, on est un peu très administratif, donc du coup, il y a tout un protocole. Et même nous, parce que les étudiants, par exemple, pendant notre séminaire d'intégration, ils ont voulu aller aider, donc bon, je ne vais pas donner l'hôpital, mais en tout cas, sachez que c'est public. Mais quand vous allez, tout ce qu'on vous dit de faire, finalement... à un moment donné, vous retournez. Et puis, la preuve, on n'a pas fait le don. Donc, il faut choisir, par exemple, des orphelinats, ainsi de suite. Donc, du coup, je comprends que parfois, c'est difficile hein, quand c'est public d'y aller parce qu'il faut qu'ils respectent en fait, l'hiérarchie de façon générale. Mais dans le privé, souvent, je dis aux étudiants que nous sommes chanceux, nous, là où nous sommes, d'avoir déjà ce que nous avons. Quoi. Luc, c'est quand même incompréhensible. Incompréhensible, une bonne volonté qui... Incompréhensible, non, je comprends parfaitement. OK. Mais moi, je me dis ceci. Moi, je serai à la place du directeur que je vais aider ce monsieur à faire les procédures, à mener les procédures qu'il faut. Parce qu'après tout, c'est dans notre avantage. C'est dans l'avantage de nos élèves. Donc, je vais aider ce monsieur, ce partenaire qui vient faire un don volontaire à suivre
les procédures qu'il faut. Parce que, comme l'a dit madame, dans un cadre administratif, tout ce qui relève du public, ça ne se fait pas sur un coup de tête. Ça ne se résume pas à la petite personne de l'instituteur ou à la petite personne du directeur. Non. Lui aussi, il doit rendre compte à quelqu'un. Voilà. Donc, je crois que le directeur devrait plutôt aider le monsieur, au lieu de le renvoyer tout de suite à l'inspection, mais aider le monsieur à suivre le protocole, à suivre la procédure normale ou les démarches qu'il faut pour que, au finish, les élèves puissent bénéficier de ce qu'il faut pour être dans de bonnes conditions pour apprendre. Voilà. Oui, c'est vrai. Ce que Armel a soulevé comme coup de gueule, c'est tout à fait vrai. C'est ahurissant de voir encore ce genre de choses à ce siècle. Oui. Mais au même moment, n'oublions pas ceci. Aujourd'hui, le gouvernement est débordé. Ne nous mentons pas, ne nous leurrons pas. Le gouvernement est débordé. Oui. Actuellement, il y a beaucoup de salles de classe qui sont en construction. J'ai eu la chance de faire une tournée. Oui, mais justement, c'est là où il faut faciliter les démarches quand il y a ce genre de bonne volonté. Oui, j'en viens, s'il te plaît. J'ai eu la chance de faire une tournée où on a essayé de constater un peu ce qui se fait, les bâtiments qui sont en train d'être construits actuellement. Tout le monde ne peut pas en avoir au même moment. Il faut aller progressivement. Ce que vous avez vu, c'est vrai, c'est triste. Mais je crois que si on doit laisser chaque mécène construire à tout bout de champ, aller, je ne sais pas, faire des dons comme il le faut, à n'importe quel moment, n'importe comment, à un moment donné, ça ne sera pas structuré. Peut-être l'école... Attendez, laissez-moi terminer. Si vous... Non, quand tu as parlé, je ne t'ai pas coupé. Non, Armel, je ne te le permets pas. Armel, je ne te le permets pas. Armel, je ne te le permets pas. J'ai évoqué un... Oui, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Fini, Luc. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Comme je l'ai dit tantôt, on ne peut pas tout embrasser au même moment. Oui, c'est triste. Oui, il faut faire vite, il faut aller vite. Je suis parfaitement d'accord. Mais il faut aussi une situation atténuante au gouvernement. Comme je l'ai dit, on ne peut pas tout embrasser à la fois. Il est annoncé la construction de plus de 3000 classes. Nous le savons tous. Mais c'est en train d'être fait d'une manière progressive. Oui, je suis d'accord. Salle de classe, pardon. Je suis d'accord qu'il faut laisser les gens aider. Oui, mais on ne peut pas, c'est pas parce qu'aujourd'hui on est à la TVT que n'importe qui peut venir nous donner des micros sans que le ministère ne soit au courant. N'importe qui ne peut pas venir ici nous donner des caméras sans que le ministère ne soit au courant. Tu as donné le cas. Tu as donné le cas. Allez, on a compris. C'est construit sur la voie. S'il te plaît. Tu as donné le cas où c'est construit. On a compris ta position. Oui. On a compris. Armel, on va poursuivre. Cher Luc, je pense que tu généralises. J'ai pris un cas bien... Non, Armel finit... Là où je vais en venir, voilà. J'insiste sur cela. Le gouvernement est débordé, ça c'est clair. Mais avant, j'ai dit, le gouvernement, c'est personne, le gouvernement, c'est nous tous. Ça veut dire qu'on doit être capable de pouvoir trouver des alternatives à des situations urgentes avant que le gouvernement ne vienne ainsi. Mais là, par exemple, tu veux aller dire aux enfants qui ont 6, 7, 8 ans que le gouvernement est débordé, qu'il faut attendre, ou bien que le partenaire qui veut faire une salle de classe qu'il faut attendre et qu'ils vont passer toute l'année. C'est pour ça qu'il fallait comprendre l'esprit de mon intervention. J'ai bien dit que le directeur pouvait aider cette personne à faire les démarches qu'il fallait. Dans le domaine public, n'importe qui ne peut pas se lever. C'est un domaine public. Genre, tu ne peux pas te lever, aller faire ce que tu veux. Parce que le directeur doit rendre compte. C'est une question de volonté. Et à l'inspecteur à qui il rend compte, l'inspecteur aussi doit remonter, doit rendre aussi compte. On va avancer. On avance, oui, Armel, oui. Une dernière. Tu vois, le lycée d'Agoué, je peux dire, nous l'avons construit. Nous faisons partie de la première année, de la première promotion. Il y a ce qu'on appelle l'association des parents d'élèves. Voilà, tu comprends? Maintenant, l'association des parents, les parents d'élèves plutôt, avaient obligation de cotiser. Ils participent. Ils participent chaque mois pour faire les bancs. C'est normal. Voilà. L'association est reconnue par le gouvernement ou pas? C'est en cela que je dis c'est une question de volonté. Le proviseur, dans le temps... Allez, Armel, il revient, comme je l'ai dit, il revient au directeur de faciliter la tâche à ce mécène-là qui est venu faire du bon à ses enfants. Armel, en conclusion? En conclusion, moi je dis juste que je me suis peut-être un peu emporté. Parce que ça m'a... Non, vas-y, c'est normal. Ça m'a touché chaque fois quand je passe là de voir ces petits-enfants-là. C'est ce que je dis, c'est une question de volonté. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Que ce soit les instituteurs ou le directeur ou même l'inspecteur, il faut à leur niveau, à leur petite échelle, trouver une alternative à cela.
Je pense que au niveau de l'établissement, ils peuvent avoir un petit fonds de roulement ou un truc genre. Il faut trouver une alternative. Il ne faut pas attendre forcément que ce soit l'inspecteur qui décide. L'inspecteur, il a plein d'autres choses à faire. Que ce soit le gouvernement ou bien le ministre. Exactement. Le gouvernement, c'est personne. Le gouvernement, c'est tous. Quitte à tout un chacun de faire son travail à sa petite, à son niveau. À son niveau. De jouer sa partition. Voilà, jouer sa partition et que demain, ça puisse devenir quelque chose d'assez grandiose. Président, sur le sujet? Bon, sur le sujet, je crois que donc, les deux ont raison. Hein. Ah oui, ah oui. Parce que, ouais. Ça, c'est de la diplomatie. Voilà. Parce que je ne voulais pas aller en profondeur, les deux ont raison. Non, vous pouvez aller en profondeur. Mais C'est non, pour le bien. Vous savez, sur ce plan, c'est véritablement complexe. C'est vrai, aujourd'hui, nous pouvons voir des situations où on peut intervenir immédiatement, mais vous ne pouvez pas parce que c'est la chose publique. Il y a quelqu'un qui gère la chose publique. Il va falloir que la personne... suivre le processus. Suivre le processus. Je vous donne juste un petit exemple. Oui. Il y a de cela quelques années, il y a un bienfaiteur qui veut payer des volontaires, dans les établissements tellement reculés. Et il y a un seul enseignant qui enseigne 2 classes en même temps. Et il voulait payer les monuments de ces enseignants. Oui, mais finalement on dit, si vous voulez payer, il faut qu'on informe l'inspecteur. Il faut que l'inspecteur donne son OK. Voilà. Et qu'il donne, mais avant que etc. l'inspecteur ne donne le OK, il faut qu'il ait le OK du ministre. Oui, et il dit, il y a quand même moyen encore. Donc si c'est ça, je laisse. Bon, vous voyez, c'est des choses comme ça. Là où il a c'est fallu complexe, qu'on c'est que explique. le jour où cette personne n'aura plus les moyens Voilà. pour continuer par payer, qui prendra la relève? Alors donc, c'est des processus comme ça. Oui, mais qui elle font aurait que- quand même fait quelque chose. Oui, entre-temps. mais Voilà. sauf que toi et moi, à la place de ces volontaires, on n'acceptera plus parce qu'on a pris goût. On va vouloir que ça continue. doit- Et c'est là où on met le gouvernement en On difficulté. doit informer. Voilà, Ok. merci. Merci beaucoup à vous. Vous pouvez aussi réagir sur nos différentes plateformes et on pourra relayer les messages après. Merci beaucoup. Voilà. Armel, merci pour le coup de gueule. Sur la voie publique. Sur la voie publique. Voilà, merci bien. Empreinte by Zara Shop est un espace spécialement dédié à l'originalité. Tout pour l'habillement, des chemises aux costumes, passant par les chaussures et tous les accessoires de mode, le tout de marque Zara, toutes tendances confondues, hommes, femmes et enfants. Empreinte by Zara Shop vous accueille dans son cadre réservé uniquement aux habits pour hommes. Vous y trouverez des costumes vestes complets et en demi-saison de marque Del Papo, des chemises café coton et vous n'aurez que l'embarras de choix. Nous mettons à votre disposition des chaussures de différentes marques avec des finitions exceptionnelles, accompagnées de leurs accessoires pour ceux qui veulent de la haute couture. Tout ceci est disponible et à prix imbattable grâce à la marque BCBG Max Azria. Le glamour s'offre à vous, s'exprime avec force et puissance. Zara Lomé, l'empreinte de la différence. On va passer à l'instant promo avec Madame Adivon Patience. Je rappelle, cofondatrice de LBS, directrice marketing. Rebonjour. Bonjour. Voilà, très bien. On l'a dit, vous avez commencé la rentrée. Vous voulez bien rappeler, peut-être à ceux qui nous suivent, ce que c'est que LBS et peut-être pour ceux qui ne vous ont jamais vu ici sur notre plateau, leur présenter LBS. D'accord. Alors, merci encore de nous accueillir à la TVT. C'est toujours, on passe souvent de bons moments avec vous. Donc, qu'est-ce que LBS? Simplement, je dirais LBS, c'est the place to be lorsque on est jeune, lorsqu'on a, par exemple, un bachelier, un étudiant ou même un professionnel et qu'on veut donner un coup de peps à sa carrière.
Donc, c'est comme ça que je peux parler de LBS. LBS, vous savez, aujourd'hui, par exemple, on est classé 6e de l'Afrique subsaharienne et la seule école du Togo est dans ce type de classement qui montre que les formations que nous donnons aussi bien sont adaptées localement, mais également à l'international. Donc, quand vous rejoignez l'aventure LBS, c'est que comme ces jeunes qui sont là aujourd'hui, c'est des personnes qui sont passionnées, des gens qui décident de choisir une école aussi jeune qu'eux-mêmes, une école qui suit la tendance. Alors, quand je dis suivre la tendance, ça va être plus sur l'emploi. D'où on dit même que notre credo à Lomé Business School, c'est nous formons pour l'emploi. Vous rejoignez LBS, soit on vous forme et vous êtes un bon collaborateur. Lorsqu'il y a des promotions, en général, vous serez vous qui sera promu parce qu'on vous a travaillé pendant 3 à 5 ans. Soit également, vous créez votre société. Les étudiants, aujourd'hui, on parle des métiers, hein, de l'artisanat. Nos étudiants, quand ils arrivent, nous, on reconnaît leur talent. Vous aimez chanter, bon, en fait, on va le valoriser. Parce qu'il faut avoir un diplôme, mais également, en plus de diplôme, il va falloir aussi avoir une passion. Donc, en fait, quand on dit on forme pour l'emploi, vous êtes formé pour un collaborateur, être un bon collaborateur et évoluer. Ou sinon, vous pouvez créer votre société. Parce qu'on fait de l'entrepreneuriat, on appelle ça projet innovation. Chaque année, l'étudiant qui rentre doit imaginer, par exemple, là, quand on fait des coups de gueule, ici, j'espère en tout cas qu'ils prennent des notes, qu'ils se disent qu'est-ce qu'eux, ils peuvent apporter comme solution, donc innovantes pour pouvoir résoudre les sujets aujourd'hui qu'on est en train de soulever. Donc chaque année, ils doivent réfléchir à ça et ils sont formés comme des entrepreneurs. Le mois de mai, ils font des pitchs de projets. Aujourd'hui, vous avez vu, il y a pas mal de financements pour accompagner les projets. Mais parfois, quand vous allez à des pitchs de projets, c'est mort. Vous arrivez, c'est des gens qui font des présentations, comme encore au temps de nos grands-grands-parents. Mais là, vous avez ces jeunes-là qui, dès la première année, on offre un PC portable. Et donc, ils commencent à travailler, ils font des pitchs au bout de 3 à 4 ans. C'est des gens qui arrivent devant vous, qui peuvent voilà, parler d'un projet de bout en bout et également défendre, faire les pitchs de projet. L'autre aussi point de Lomé Business School, c'est tout ce qui est professionnel. C'est-à-dire que pour former quelqu'un pour l'emploi, il ne faut pas juste lui donner des cours dans une salle. Il faudrait que la personne ait un lien avec des professionnels. Par exemple, on a commencé la rentrée le 10 octobre et on a débuté par 2 semaines de séminaire d'intégration. Les gens vont me dire, ça veut dire quoi? Sauf ceux qui travaillent dans une société. Le séminaire d'intégration, c'est lorsque vous rejoignez une société, on vous explique comment la société fonctionne. Et on vous donne des outils avant même de commencer à travailler. Donc, nos étudiants aujourd'hui, pour le séminaire d'intégration, ils ont commencé déjà à échanger avec des personnes. Donc, il y a des DG qui sont passés, d'autres experts qui sont arrivés également pour pouvoir donner les conseils et puis les orienter dans le choix des spécialités. Donc, nous avons fait 2 semaines. Et ce que nous avons rajouté cette année, c'est de dire que... 2 semaines de séminaire d'intégration. Voilà. Et ce qu'on a rajouté cette semaine, c'est qu'on s'est dit, le mois d'octobre, on parle du consommer local. Qu'est-ce que nous, on pouvait faire comme consommer local? On a décidé de faire une sortie à Palimé. Le but, c'est, bon, pour les étudiants, c'est la découverte, mais pour nous, au niveau de l'administration, c'est de leur dire qu'il suffit peut-être de faire quelques distances et on peut découvrir une région, des choses que nous voyons à la télé. Parfois, on n'a pas besoin de prendre l'avion parce qu'on l'a directement chez nous. Donc, on est parti à Palimé où on est parti au château Vial et puis à la cascade de Womé, à pied. On a bien marché, on a eu mal un peu partout. Mais voilà, donc du coup, ce que je peux dire, c'est ça, c'est LBS, en fait, c'est une école qui est vraiment dynamique, qui suit la tendance, qui coach les étudiants. On vous prend tel que vous êtes. Vous avez juste envie d'avoir la licence, le master. Vous voulez être dans l'informatique ou peut-être dans le management. Le management, ça va être le marketing digital, la logistique ou l'audit finance. C'est voilà, là où il faut être, quoi. Faut pas perdre son temps. Là, vous voulez bien nous commenter c'est les images de... Alors ici, ça c'est la sortie en fait à Palimé. Là, on parle de trouver un emploi à LBS. Ici, c'est le séminaire d'intégration. Ils arrivent, on les accueille, on leur explique, on fait des activités qu'on appelle du team building. C'est de construire des choses ensemble, de développer l'esprit d'équipe. Ce qui fait qu'au bout de 2 semaines, ça devient une petite famille. Là, vous avez quelques photos en prise de photos dans les salles de classe, toujours avec gaieté parce que c'est pas encore compliqué. L'autre photo qui venait de passer, ce sont nos étudiants qui sont en France, qui font la poursuite d'études. Très bien.
On dit aux étudiants il faut travailler dur, mais de temps en temps, on leur apprend aussi à se changer des idées ici. Bon, je pense que vous le reconnaissez. Hein. Ouais. C'est le DG de IB Bank qui est venu passer un moment avec nous. Là, les 7 km en couleur, on n'a pas entendu qu'on nous sollicite à faire du sport. Donc, dès l'année dernière, les étudiants ont organisé voilà, les 7 km en couleur et c'était un succès. Super. Voilà. Oui. J'ai pu comprendre que LBS a fait une sortie à Kpalimé. Oui. Pourquoi Kpalimé, précisément? Et pourquoi pas à l'intérieur, à Kara, par exemple, chez moi, où il y a quoi? Où il y a plein de choses à découvrir aussi. Comme quoi? Parce que tout le monde va à Kpalimé. Avant d'arriver à Kara, déjà, il y a la faille d'Alejo. Voilà, avant d'arriver, déjà, il y a la faille d'Alejo. Oui. Vous arrivez, il y a Sarakawa. Vous allez, il y a le parc Fazao. Il y a le parc des Lions à Pia. Okay. Après, il y a un superbe hôtel de mon cher oncle qui est à Tchare, là-bas. Alors, sur la colline. Attends, donc Fazao, c'est de quel côté? Oh, c'est chez moi. Comment est-ce que comment non, si toi tu me poses cette question-là, je suis très... Parce que toi, tu sais... Fazao, réponds-moi simplement et puis on continue. Fazao, c'est au nord du Togo. Tu as des précisions? Non, je suis d'accord. C'est au nord. Je comprends. Non, je comprends. Voilà. Parce que tout est concentré. Bon, tout le monde va Kpalimé. Dans la préfecture de Soto, c'est dans la préfecture de Sotobois. Il y a une partie au niveau de la préfecture de Sotobois et l'autre qui se retrouve de l'autre côté, dans Mo. C'est au nord. Je me rappelle, dans Mo, on a une très belle cascade là-bas. Il y a une très grande cascade dans la préfecture de Mo. Actuellement, ça doit être la plus grande de la plus grande, oui. Alors, de donc, toute façon, prochainement, vous pouvez aussi faire une sortie vers là, oui, justement. Alors, il y a des conditions, vous savez, encore, on a parlé de la lourdeur parfois administrative, mais ça peut arriver aussi quand c'est des étudiants que vous voulez prendre et la distance. Aller au nord, moi, je veux bien, j'ai grandi à Dapan, donc j'adore Dapan, par exemple. Donc, mais il y a déjà les parents, où est-ce que les étudiants vont loger? Il y a pas mal, même pour aller à Kpalimé, on aurait aimé passer une nuit, mais avec les parents, on a fait directement l'aller-retour. Et puis après, voilà, est-ce que les étudiants, vous êtes open pour aller à Kara? Pourquoi pas? Allez. Je suis d'accord. Armel vient de marquer un point. Allez, merci beaucoup. Et on termine certainement en laissant des contacts. Oui, ceux qui veulent continuer par s'informer. Voilà, ceux qui veulent s'informer, également les professionnels, parce qu'en ce moment, même là, on est en train de faire une formation pour des pros sur le Power BI. Donc, s'il y a des pros qui sont intéressés pour des formations de courte durée, donc il faut nous appeler sur le 91 73 44 26. 91 73 44 26 ou aller sur notre site internet. On est assez moderne. Voilà. Simple. Le 91 13 44 26 ou aller sur le site internet. Voilà www.lomé-bs.com. Super. Merci beaucoup. Merci. Voilà, vous êtes toujours avec nous sur la première, en fait, de l'Atelier 3.0. Juste une petite transition et on revient avec l'invité avec qui nous allons parler de l'apport des chambres de métiers dans la promotion du consommé local. À tout de suite. Retour sur le plateau de votre émission Faites de la Télé 3.0 sur la première. Merci à vous tous. Et l'émission donc se poursuit, la deuxième partie, avec l'invité sur le fauteuil rouge, Monsieur Issa Mohamed, président de l'Union des chambres régionales de métiers. Monsieur Issa, c'est depuis mai que vous êtes devenu président de l'UCRM. Comment se porte l'institution? L'institution se porte bien. Nous avons réitéré ça plusieurs fois. Aujourd'hui, nous avons aussi la chance d'être couronnés par un certain nombre de présidents ici. Je crois qu'ils sont dans cette émission-là. Et ça démontre quelque peu la consistance même de l'institution. Et ça démontre aussi, une fois que cette cohésion que nous avons ensemble, de travailler ensemble. Et ça démontre aussi cette
cette manière de pouvoir accompagner les pouvoirs publics Très bien. dans toutes les activités qui sont quand même en notre faveur. Donc voilà, en quelque sorte, ce que nous pouvons dire. Aujourd'hui, nous sommes là avec vous, juste pour donner quelques éléments ou quelques indicateurs qui sous-tendent que la chambre de métier se porte bien. Très bien. Et vous le savez, nous le savons tous, le mois d'octobre chez nous, c'est le mois du consommé local. Selon vous, c'est quoi justement quand on parle du consommé local? Qu'est-ce que vous entendez par voilà, le consommé local? Oui, effectivement, nous disons que c'est un concept qui est à tort utilisé par-ci, par-là, mais réellement, le consommé local devait être quelque chose qu'on doit intégrer en nous. Ça veut dire pratiquement, c'est d'abord nous rappeler de quelque chose que nous sommes en mesure de réaliser nous-mêmes. Je crois que lorsqu'on parle de consommer local, ça veut dire tout simplement, d'autres peuvent tout simplement voir tout ce que l'on pouvait utiliser dans la bouche, ou bien pratiquement consommer. Oui. Mais en réalité, nous, on va au-delà, largement au-delà de ça. Okay. Parce que le consommer local, c'est aussi d'abord le style. Le consommer local, c'est aussi utiliser notre terroir. Ça veut dire pratiquement tout ce qui est aujourd'hui bâtiment, habillement et autres, c'est le consommer local. Voilà. Bon, après, maintenant, nous pouvons voir directement, ça veut dire notre consommation directe, qu'est-ce que nous utilisons. Oui, là, on pouvait voir, ça veut dire qu'en ce moment, avec madame, ça veut dire tout ce que nous mangeons, le pain, etc., tout ça là, les jus. Bon, peut-être c'est ça que les gens voient aujourd'hui. Mais nous, comme nous sommes des artisans, nous voyons au-delà. C'est pourquoi nous voyons comment on construit nos maisons, le consommer local. Quels sont les matériaux que nous utilisons. Ensuite, nous pouvons voir notre habillement. Ensuite, nous pouvons voir beaucoup de choses. Le toit que nous utilisons pour nos bâtiments. Donc, c'est dans ça que nous voulons nous investir maintenant, pour que le consommer local ne soit pas seulement un concept comme ça, utilisé, mais que ce soit ancré dans nos vies actuelles. Très bien. Et vous l'avez dit, ce concept est devenu une tradition. Depuis 3 ans, elle se perpétue. Et là, on est pratiquement à la fin du mois du consommé local. Et vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour soutenir cette initiative? Oui, c'est le mois qui a institué le mois du consommé local. Oui. Mais le Togo vraiment fait partie de l'UEMOA, oui. Et le Togo vraiment fait beaucoup dans ce sens-là. Parce que depuis le début du mois, le lancement qui a été fait à Niro, etc., depuis là, il y a beaucoup de choses qui se sont faites. On remercie le gouvernement dans ce sens-là. Nous, au niveau des chambres des métiers, à travers nos présidents régionaux qui travaillent avec les présidents préfectoraux, nous avons lancé des initiatives pour le consommer local. Donc, tout le mois a été dédié pour le consommer local. Et il y a des mini-foires qui sont organisées juste pour démontrer ça. Je crois qu'il y a certains présidents qui sont là, ici, qui peuvent témoigner de cette activité. On leur donnera la parole tout à l'heure. Oui, oui. Donc, nous pouvons dire que le pouvoir, plutôt le gouvernement a pris cette initiative. Nous, on est là pour quand même accompagner le gouvernement dans ce sens-là. Mais c'est un avantage pour nous aujourd'hui. Parce que c'est seuls les artisans qui produisent localement quelque chose. Seuls les artisans. Alors moi, je voulais profiter de votre télé ici pour dire que nos artisans ont des potentialités, véritablement des potentialités, mais ne peuvent pas produire comme ce que la Chine fait aujourd'hui.
par exemple, la Chine produit en grande quantité parce que la Chine a des moyens de produire exponentiellement. Mais nous n'avons pas ces moyens. Mais nous prenons beaucoup de temps pour concevoir une œuvre. Et cette œuvre-là doit être valorisée en temps et en moyens utilisés pour le faire. Raison pour laquelle vous avez constaté que si vous prenez deux produits, un produit au Togo, un produit ailleurs, je ne dirais pas en Chine, le produit au Togo est plus cher que celui produit ailleurs. Ce n'est pour rien. C'est que l'artisan met son cœur en produisant. Il produit quelque chose pour que ça soit quelque chose de très bien. Et c'est dans ça que nous ne pouvons pas produire avec le cœur et aller maintenant vendre ça très moins cher. Vraiment. Et nous souhaitons quand même que la population nous comprenne. Mais au même moment, ce qui est produit de l'autre côté, ça ne voudrait pas dire qu'ils n'y mettent pas aussi le cœur. Non, c'est produit avec des machines. Oui, mais bon. Oui, Bon, Luc, oui. vous pouvez aller avec nous, je crois. Pas contre nous quand même. Hein. Ah, J'en arriverai, mais... Parce que j'ai l'impression que c'est parce que vous ne produisez pas en quantité que c'est cher. Parce que quand vous produisez une seule chemise, vous pouvez la vendre à 10 000, à 15 000. Mais quand vous produisez 20, que dis 100, 200, 1000, et voire plus. le coût de production vous revient à moins cher. Parce que déjà, ce que vous utilisez comme matière première, vous l'achetez en gros. Et naturellement, le coût de revient est très bas. Et le coût de la production aussi vous revient bas et vous le vendez à un coût raisonnable. Mais quand vous produisez juste, je ne sais pas, une seule chemise, attendons-nous à ce que ça soit cher et attendons-nous à ce que nos compatriotes nous fuient pour d'autres produits moins chers. Maintenant, moi, ma question. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que c'est en octobre que nos artisans produisent? Pourquoi est-ce que le local ne se vit pas au quotidien? C'est la première question. La deuxième, pourquoi est-ce que les artisans togolais ont du mal à se regrouper, à se former en coopérative? Quand vous voyez, on a parlé des Chinois tantôt, mais une seule personne ne se lève pas pour produire, je ne sais pas, 1000, 2000 chemises par jour, non. À un moment donné, ils unissent leurs forces. Et quand vous vous unissez, les compétences grandissent, les idées se multiplient. Et c'est plus facile de convaincre les partenaires à investir dans ce que vous faites. Très bien. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à cela? Je peux aller, Oui, allez-y. Non, en réalité, lorsque vous prenez notre institution, ça veut dire la chambre de métier, Oui. nous avons des regroupements. Sur le plan institutionnel, ça veut dire avec l'UCRM, avec les chambres régionales de métier, les chambres préfectorales de métier. Mais nous avons aussi des corps de métier. Des corps de métier. Par exemple, si vous prenez par exemple les couturiers, couturières, les coiffeurs, etc. etc. Bon, donc, ça veut dire qu'il y a des regroupements. Seulement, nous sommes en train d'arriver vers des regroupements de production. Parce que c'est ça ce que vous voulez. Il y a des regroupements de production et non des regroupements de représentation. Nous sommes à l'état de regroupement de représentation actuellement. Mais les regroupements de production, nous sommes en train d'aller vers là. Et c'est ça qui devait nous permettre aujourd'hui de produire en grande quantité avec sûrement des machines. Parce que vous voyez, nous sommes un peu en retard quand même sur le plan mécanisation. Mais nous voulons quand même aller avec les partenaires financiers et techniques pour pouvoir nous mettre en groupement pour nous donner des machines. Vous en êtes où concrètement? Vous en êtes où dans ce processus? Nous sommes à l'état d'avancement. Étape d'avancement, Oui, étape d'avancement. nous sommes à l'état d'avancement. Vous savez, je vais vous dire une chose. Oui, allez-y. Un grand travail se fait depuis que le gouvernement a pris à bras le corps notre secteur de l'artisanat. Nous sommes venus il y a de cela 5 à 6 mois et nous nous sommes donné ce bureau que vous voyez, nous nous sommes donné la charge de dire jusqu'à la fin de notre mandat, nous allons arriver à tel objectif.
Alors, donc, nous sommes à l'étape d'avancement. Et nous sommes aujourd'hui en train de vouloir réunir nos artisans en groupement. Est-ce que vous avez déjà posé les bases pour les réunir? Est-ce que vous avez déjà eu des réunions préliminaires où vous avez discuté avec chaque corps de métier? On veut du concret, voilà. Qu'est-ce qui est fait concrètement? Est-ce qu'un document est produit, des idées sont couchées, ou il y a un document qui dit, OK, à partir de, je ne sais pas, à partir du 31 décembre, il doit avoir une marque pour les, je ne sais pas, ceux qui produisent les chemises togolaises. Et dit, OK, on regroupe les chemises sous la marque, tant. Vous produisez ensemble, chacun donne son prix, on essaie d'harmoniser et c'est la marque togolaise qu'on va véhiculer partout dans le monde. Vous en êtes où? Voilà. J'ai compris pourquoi tout à l'heure, avec notre confrère, c'était un peu difficile. Alors, allez-y. Oui. Le monde n'était jamais construit à d'un seul jour. Oui, on est d'accord. Justement. Oui. Mais nous allons dire, vous savez, ce n'est pas aussi facile comme vous le voyez. On ne peut pas extrapoler un certain nombre de points ou de degrés. Ça veut dire qu'il faut aller toujours pas à pas. Donc, nous sommes venus, nous avons vu l'état dans lequel se trouvaient nos organisations. Très bien. Et tous les présidents que vous voyez derrière là, ils sont là pour construire dans leur préfecture, pour aller vers les regroupements de production. Parce que c'est ça seul qui peut nous... Et encore, pour aller vers là, il faut quoi? Il faut une formation, une bonne formation. Il faut un perfectionnement sérieux. Et il faut que l'artisan ou artisane puisse produire quelque chose en qualité. Parce que sans la qualité, je crois que madame ne va pas vers ça pour acheter. Alors donc, pour aussi être compétitif sur le plan national et international, nous l'avons dit, sans la qualité, vous êtes nul. Vous ne pouvez pas. Alors donc, nous sommes dans un marché, aujourd'hui nous sommes dans un marché international. Est-ce que vous avez quand même le sentiment que cette qualité est justement de mise dans la production aujourd'hui, les produits togolais sont des produits de qualité. Dieu merci. Nous assistons aux foires de qualité. Voilà. Pour cette fois, il a certifié. Ça, c'est bon. Ah non, vous êtes tellement rigoureux que lorsque vous certifiez, on applaudit. Voilà. Alors donc, je disais bien que nous avons fort à faire, certes, mais les gens font des efforts énormes pour qu'on puisse en arriver. C'est ça, moi, je félicite beaucoup l'artisan togolais. Parce que ce n'est pas aussi facile. Dans les situations que vous voyez, ce n'est pas comme dans les établissements, madame. C'est pratiquement dans les ateliers difficiles. Et les gens essaient de faire des efforts pour produire quelque chose de qualité. Alors, c'est vraiment à jeter des fleurs pour les artisans. Et nous remercions en même temps tous ceux qui concourent dans tout sens. Vous n'avez pas répondu à l'autre question. Qu'est-ce que vous faites pour que le consommer local soit quotidien? Que ça ne soit pas juste pour le mois d'octobre. On avait posé la question. Oui. Vous savez, qu'est-ce que nous faisons? Parce que nous voulons inculquer dans les idées des Togolais et Togolaises que ce n'est pas seulement dans le mois d'octobre qu'il faut consommer et après tout laisser. Il faut que ce soit... Quand c'est comme ça, on a l'impression que c'est juste du folklore. Oui, il faut que ce soit continuel. Et si vous vous rappelez quand Madame le Premier ministre avait pris chose, elle a donné des instructions à tous les services de pouvoir demander, de pouvoir commander, s'il y a à le faire, de commander les produits au niveau des artisans. Est-ce que c'est suivi? C'est suivi en partie. Non. C'est suivi en partie. Bon, en partie. Il a dit en partie. Alors, donc, en partie, vous ne pouvez pas dire non encore. Parce qu'au moins, même si c'est 2 ou 3, en partie. Je vous le conseille. Apparemment, 25% du marché public est réservé aux jeunes entrepreneurs, mais ils n'arrivent pas à combler les 25%. Oui, évidemment, pour ce problème. Bon, C'est un effort considérable. Peut-être avant de poursuivre, il y a un doigt, peut-être il a un complément par rapport à ce que le président dit, s'il te plaît. Voilà. Vous vous appelez, monsieur? Je suis Pataya de Agnina Essanima, président de la Chambre préfectorale de Kloto. Très bien. Sur la question, oui. Je pense que c'est le mois d'octobre qui est dédié à la consommation locale qui pose problème. Et on dit c'est comme c'est dans le mois d'octobre qu'on produit. Non. Et
nous voyons, nous assistons, il y a des journées internationales de la femme, journée internationale de temps. Et pour nous, un mois est dédié à notre fête, ou bien pour réfléchir ensemble, pour nous interpeller et interpeller la population. Tout un mois. Ce ne pas veut dire que c'est juste le mois d'octobre qu'il faut consommer le local. C'est juste le mois réservé. C'est juste dédié à la promotion. Voilà. Oui. Très bien. Et pour venir à la question qui a été posée par rapport aux coopératives de production. Et dans la préfecture de Kloto, actuellement, nous avons déjà créé 50 coopératives et dans d'autres préfectures, il existe aussi. Et maintenant, nous voulons, avec les formations, mettre en place vraiment des unités de production. Et je pense que... Très bien. Ça, c'est pour... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, oui. On va poursuivre. Armel? Oui, j'avais quelques questions. Oui, Armel, oui. Voilà, Armel, on y va. Une déjà, et puis on va voir. Est-ce que depuis on parle de l'artisan, de l'artisanat, est-ce que l'artisanat a déjà développé un pays? Je vais y répondre non. Parce que la Chine n'est pas la Chine grâce à l'artisanat. L'Inde n'est pas l'Inde grâce à l'artisanat. L'Europe n'est pas l'Europe grâce à l'artisanat. Okay. On peut certes vouloir valoriser notre culture, bien un certain secteur. Voilà, un secteur, le valoriser. Ça veut dire le prendre du niveau d'artisanat et le lever. Comme vous le dites, vous l'avez dit, l'artisan togolais, il met du cœur. Mais cette volonté ne nourrit pas l'artisan. Cette volonté ne remplit pas la casserole à la maison. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui est concret? Qu'est-ce qui est de plus concret à faire pour permettre à ces artisans qui mettent du cœur, qui produisent, je vais faire une répétition, produisent des produits de qualité, voilà, de pouvoir les vendre à de bons prix et vivre décemment de leur activité. Leur activité. On a dédié un mois, comme on l'a dit, un mois à la consommation locale. Combien de jours dans ce mois? Parce que moi, je dis toujours c'est une question de volonté. Le gouvernement, depuis son Excellence, peut dire, OK, tout ce mois, tout le gouvernement s'habille en togolais. Tout le mois, juste un mois. Parce que ça se fait dans les autres pays, au Mali, au Burkina, au Ghana à côté. On peut le faire. Tout un mois, la cantine, que ce soit à la présidence, dans tout, on ne consomme que du togolais. Et on n'achète que des produits togolais. C'est faisable, mais ça ne se fait pas. Maintenant, on prend un mois, on fait des mini-foires, chacun vient exposer ses produits et après la foire, bon, tout le monde retourne dans ses clics et claques habituels d'artisans. Ça ne développe pas véritablement l'artisan togolais. Est-ce que le gouvernement, par exemple, ne peut pas dire, OK, l'armée, par exemple, OK, il y a des producteurs togolais, des producteurs qui font du riz, de la tomate, ainsi de suite. Il ne va pas répondre à la place du gouvernement. Non, c'est un exemple je donne concret. Le gouvernement peut dire, mais la ministre des Armées peut dire, OK, pour ce mois, tout le riz qu'on achète, on n'achète pas le riz venant de Chine, la tomate, ainsi de suite. On prend chez le producteur de riz de Corvier, par exemple. Pour la tomate, on prend celui qui fait la tomate, je ne sais pas, il y a un Tanko Timati, par exemple. Pour le cube, on va voir Africube, par exemple. Non, c'est pour ça que j'ai cité trois. Voilà. Pourquoi? Peut-être c'est faisable. Il y a des producteurs, même du jus, ainsi de suite. Si on veut véritablement imposer un mois de consommation, de consommer local, le gouvernement doit montrer l'exemple. Dire pour ce mois, c'est faisable. On a dit on a offert 25% aux producteurs togolais. Mais est-ce que ces producteurs togolais, ils sont soutenus? Non. Est-ce qu'on a mis les moyens, les perspectives en mise en place pour pouvoir... Il y a des mécanismes. Il y a beaucoup qui sont soutenus. Même si ce n'est pas tout le monde, il y en a qui sont soutenus. Bon, ça, je le il y a beaucoup de mécanismes. Voilà. La question. Il y en a qui... Voilà. La question. La question. C'est gâté. La question est, oui. Qu'est-ce qui peut être fait de façon concrète pour pouvoir, dans ce mois-là, permettre à l'artisan togolais de valoriser son produit et de vivre décemment de son artisanat? Oui. Non, je reviens d'abord sur un aspect qu'il a cité. Bon, vous savez, faire de l'artisanat un levier du développement économique, c'est quelque chose d'intéressant, d'important. Donc, on peut faire développer un pays à travers l'artisanat. Moi, je confirme.
Pourquoi? Parce que si vous prenez par exemple le Togo, c'est un exemple. Le côté artisanal, le secteur de l'artisanat, on a beau dire, occupe 18% au PIB, hein, donc au produit intérieur brut. Oui. Alors donc, déjà, 18%, c'est très important. Très, très important. Oui, sûrement derrière l'agriculture et autres. Alors, donc, ça veut dire que si on met, les pouvoirs publics ont compris que si on met un effort pour que ce secteur ne chute pas, on pouvait encore augmenter, ça veut dire, notre capacité économique. Mais le paradoxe, c'est que si on fait chuter le secteur de l'artisanat, le secteur économique au pays va chuter beaucoup. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, donc, ça veut dire qu'il vaut mieux tirer ce secteur. Ça veut dire que ce secteur a son importance dans le développement socio-économique. Dans le développement socio-économique. Il faut mieux le tirer. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant, par rapport au moins, non, nous disons c'est un concept, il faut l'accepter. Bon, quand on donne toujours un mois pour consommer local, qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Ça veut dire que si, dans le courant du mois, il y a des mini-foires avec tout ce que ça peut comporter comme tenue vestimentaire, etc., ça peut permettre à certains qui n'ont pas l'idée de prendre ça. Même si c'est 0,5% de Togolais qui prennent le concept dans le mois et l'utilisent au courant, c'est déjà quelque chose. Chaque année, on répète la même chose. Donc, ça veut dire que c'est dans ce cadre-là. On ne peut pas imposer à tous les Togolais consommer le Togolais. Mais on ne peut que dire, si je suis habillé en tel et que quelqu'un me voit et trouve que c'est bien, il pourrait aussi consommer le produit. Donc, c'est ça ce que je veux dire. Comme il est bien habillé, alors un autre peut voir et consommer le produit. Alors, donc, c'est dans ce cadre-là que le concept de tout le mois est dédié pour consommer. Est-ce que vous avez quand même le sentiment que les Togolais aiment consommer les produits togolais? On va poser la question au premier vice-président de l'UCRM. Le deuxième vice-président, très bien. Ah, le premier vice-président de... il ne veut pas parler. Bon, donc, il a pu le second, alors. Une petite faute note que je voudrais noter, veuillez m'excuser. M. Gnagna et M. Armel ne nous accompagnent pas dans la consommation locale. Très bien. Parce qu'ils sont... Vous voyez comment ils sont habillés. Pour une fois. Pour une fois. Pour une fois, voilà. Donc, merci. En tout cas, c'est pour appuyer, et encourager et féliciter l'État togolais. Très bien. Si on se retrouve dans les chefs-lieux des régions, quelque chose sont en train de faire. On est en train de faire des bâtiments pour construire des vitrines. Et ces vitrines serviront à quoi? Un artisan d'une localité donnée peut produire et déposer des échantillons. Donc, ce sont des efforts comme ça que l'État est en train de faire. Mais ne faisant pas ça comme ça, c'est parce que l'équipe dirigée par M. Issa a tendu les mains et a demandé s'il faut avancer à petits pas, faisons comme ça par les chefs-lieux des régions et en attendant de descendre dans des préfectures. Donc l'État nous appuie, mais ce n'est pas que les artisans ne bénéficient pas de leur œuvre, c'est vrai, mais d'ici 4 ans, vous verrez qu'il y aura des changements et positivement. Merci beaucoup. Super. On va passer le micro à M. Nabo Kofi, président du CRM Kara. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Je vais bien. Et je vois Kara, quel est l'état des lieux? Bon, il faut d'abord dire que Kara se porte bien. Et à Kara, d'abord, je voudrais peut-être intervenir un peu sur le point que le président national a intervenu. Bon,
le gouvernement a fait beaucoup de choses. Hein. Nous avons constaté que le blanc vient prendre nos produits, il développe ça très bien, et il revient, il nous revend ça très cher. Alors, nos produits qu'on ramène et on nous revend très cher, il suffit simplement que nous-mêmes, on accepte de consommer ça. Hein? Quand on amène ça là-bas, on transforme ça et puis on ramène ça ici, et c'est ça que nous voulons. Bon, à Kara, je confirme que nous ne mangeons plus le cube. Hein. Nous, c'est la moutarde. Hein? On mange beaucoup la moutarde. Voilà. Donc, Depuis toujours. c'est la moutarde. Ben, il a dit plus. Et en partie, la bière, on ne consomme pas trop la bière ici. C'est le choukoudou aussi. Voilà. Donc, c'est vrai que quand on parlait de consommation locale, nous, on pensait que c'est ce qu'on mange. Mais les collègues ont déjà dit beaucoup de choses. L'artisanat dans la région de l'Akara produit beaucoup de choses qui donnent une nouvelle vision sur la consommation locale. Et la dernière fois, nous avons organisé une formation. On n'a pas utilisé le sable, on n'a pas utilisé trop de ciment. C'est les produits locaux. L'argile, la latérite et une petite portion de ciment. Alors, si vraiment vous pouvez filmer ça, vous présenter ici, vous allez apprécier. Je crois que les gens ne vont plus faire... La prochaine fois, vous filmez et puis... Voilà, les gens ne vont plus faire les bâtiments avec le ciment. Donc, on copie déjà ce que les parents faisaient avec les produits locaux. Très bien. Donc, il faut aussi se dire que dans tout le pays, et comme l'a dit le président, on a utilisé le mois d'octobre pour sensibiliser, motiver les gens. Alors, à un moment donné, vous allez voir qu'on ne va plus parler du mois d'octobre comme mois de consommation locale, mais plutôt tous les mois de l'année seraient mis en veille comme la consommation locale de tout le pays. Merci beaucoup. Oui, alors pour moi déjà, je trouve que c'est une bonne chose d'avoir un mois dédié. C'est un rappel pour nous tous. Oui. Donc chez nous, c'est ce qui nous a poussé à faire ce voyage vers Padimé. Donc c'est un rappel d'avoir à chaque fois, ça nous dit bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Même si on ne le faisait pas, bon, il y a un mois où on peut s'engager à faire quelque chose. Par contre, l'attention que je vais attirer des artisans, c'est que le marché évolue très vite. Vous devez connaître vos marchés et ça, il n'y en a pas. Donc, je ne vois pas, par exemple, ailleurs, dans d'autres pays, les business schools, c'est ce que les artisans, tous ceux qui font là, utilisent. Parce qu'eux, ils peuvent travailler. Mais après, faire l'étude de marché, faire la com sur son produit, utiliser ce qui existe, qui va réellement cibler le client, les gens ne le font pas. Donc, du coup, ça fait qu'ils peuvent produire. Bon, ben là, tout à l'heure, j'entends des vitrines. Pour moi, c'est dépassé, les vitrines. Bon, c'est vrai, les vitrines, on peut l'avoir à un moment donné, mais c'est dépassé. Ces jeunes que vous trouvez, pour moi, ce sont vos clients. Parce qu'eux, ils doivent commencer d'abord à aimer en étant jeunes pour que quand il grandit, il a son foyer, il puisse en fait le pousser aux autres. Mais si lui, il se trouve que là où on expose ces produits-là, lui n'y va pas du tout, ben, vous allez produire, c'est juste les papas qui vont utiliser ou les mamans. Et après, bon, quand ils ne vivent plus le marché. Pour moi, c'est ce qui est un peu... C'est le risque même quand on parle de l'artisanat, parce qu'il y a l'artisanat et puis il y a le marché. Et l'artisanat suppose, par exemple, ce que vous avez porté, c'est très joli. Mais les jeunes, imaginez leur quotidien. Vous allez tout de suite comprendre qu'ils ne sont pas à l'aise. Donc peut-être que le même tissu pourrait être utilisé pour faire quelque chose d'autre. Et là, il y a l'innovation, mais en même temps, ça cible ces jeunes-là qui vont être la population de demain. Sinon, nous allons continuer ce que nous sommes en train de faire et on va cibler. C'est pour ça que tout le monde parle du gouvernement, parle de tout ça, parce que pour moi, consommer local, ce n'est même pas encore ça. Quelqu'un qui passe, si vous étudiez votre marché et vous savez que c'est des jeunes, ça cible des jeunes, les jeunes, ils ne veulent pas acheter cher. Donc, et puis, leur habitude a changé. Nous, par exemple, on peut acheter le même vêtement, même si ça coûtait cher, on sait qu'on va porter plusieurs fois. Eux, ils portent, ils jettent. Donc, il va falloir trouver des choses qui correspondent à ces personnes-là. Même si on veut mettre du cœur, on doit connaître sa clientèle pour se dire que ma clientèle aujourd'hui, ce n'est pas celui-là.
qu'est-ce que je vais produire pour que quand ils portent, ils puissent jeter autrement ou peut-être je vais passer derrière, récupérer et faire d'autres choses. Vous voyez ce que je vais... Moi, c'est juste ce que je vais attirer comme attention. Ouais. Une contribution, ouais. C'est utiliser les jeunes. Utiliser les jeunes. Eux, ils savent déjà, ils vont vous aider gratuitement. Nous, par exemple, on a la Junior Entreprise qui travaille souvent gratuitement pour des entreprises. Ils vont venir, ils étudient, ils font des études, mais ils sont accompagnés par des enseignants ou des professionnels. Très bien. Donc, du coup, ça peut vous aider aussi à mieux communiquer et valoriser ce que vous êtes en train de faire. Très bien. Merci beaucoup pour la contribution, Madame Adivon. Oui. Voilà. Et, Monsieur le Président, je reviens à vous. Oui. Dans l'organisation des artisans, on parle aussi de la carte professionnelle. C'est quoi son utilité? Et si on prend les artisans, ils sont combien à en avoir? Bon, d'abord, je vous remercie pour cette question très, très, très primordiale et très, très conséquente. Parce que chaque fois, il faut qu'on puisse comprendre qu'est-ce que la carte professionnelle. La carte professionnelle, vous identifie. Hein, d'abord, vous-même, votre métier, etc., votre localisation, etc., et tout ce que vous faites. Alors, donc, c'est ce qui vous permet, d'abord, d'être artisan, maître artisan, et de faire votre travail. Maintenant, depuis un certain moment, nous avons un partenaire de la Chambre de Cologne qui nous appuie dans ce secteur-là pour avoir effectivement les cartes professionnelles, avoir un logiciel qui permet d'identifier, etc. Alors donc, nous pouvons dire aujourd'hui, nous avons environ 20 000 cartes professionnelles, mais avec plus de 45 000 inscrits. 45 000 inscrits. Nous avons dit que nous voulons atteindre les 400 000. Ça c'est notre objectif. Les 400 000 inscrits avant la fin de notre mandat. Nous sommes sûrs de pouvoir l'atteindre par l'intensification de ce processus d'inscription. Et nous allons le faire. Donc, voilà globalement ce que rapportent les cartes professionnelles. Et nous disons qu'aujourd'hui, sans carte professionnelle, vous n'avez pas la possibilité de mouvoir dans notre secteur de chambre de métier. Ça, nous le disons tout haut et bas. Donc, les cartes professionnelles, ceux qui veulent avoir, d'abord, exister au niveau des chambres de métier, avoir des atouts de l'État, etc., il faut que vous puissiez être en règle, ça veut dire avoir votre carte professionnelle. Quelles sont les conditions pour l'avoir, justement? C'est simple. Très, très simple. Okay. Être un bon artisan. Non, là, il a fait fort. Je suis d'accord. Ensuite, maintenant, allez auprès de votre chambre de métier et faites la demande. Les autres éléments sont des éléments très, très aléatoires. Très bien. Oui. Très bien. Et on va terminer par là. Vous êtes donc président de l'UCRM. Dites-nous, quelle est votre vision à court, à moyen et surtout à long terme pour l'artisanat togolais? D'abord, notre vision à court terme, c'est d'abord de renforcer le côté des regroupements professionnels de production. Ça, c'est à court terme. Bon, à moyen terme, vous savez que nous avons des visions. Ça veut dire, lorsque vous avez des gens qui vous comprennent et qui acceptent avoir effectivement les cartes professionnelles pour pouvoir vous voir au sein de votre secteur, vous allez pouvoir évoluer. Donc, à moyen terme, nous voulons quand même arriver à ça. Et à moyen et à long terme, c'est des choses qui sont ensemble. Ça veut dire pratiquement aller dans le sens d'une bonne formation et d'un perfectionnement, un perfectionnement continu pour permettre quand même à nos artisans de sortir de ce secteur où les gens croient que tout ce qu'on produit n'est pas de qualité. C'est ça ce qui nous énerve. Vous savez, bon, ça ne nous énerve pas, mais ça nous écoeure. Bon, non, il a dit plus fort. Il faut rectifier. Oui. Ça nous écoeure un peu parce que vous voyez, quand vous allez quelque part dire, bon, c'est les artisans, ils ont produit, les artisans là. Vous voyez, ça sonne quelque chose. Mais c'est des produits de qualité. Très bien.
Vous voyez, Ouais. c'est des produits de qualité, produits avec vraiment le cœur. Oh. Alors donc, je vais aller rapidement. Oui, allez-y. Donc ça veut dire que nous voulons quand même sortir dedans et qu'on ne considère plus que, non, que c'est des informels, c'est de l'informel, c'est tout ça là. Non, nous sommes du formel. Moi je le dis bien, parce que nous sommes du formel aussi. Notre formalisation réside dans l'artisanat. Et aujourd'hui, nous participons à toutes les étapes, hein, au niveau des taxes. Nous payons les taxes convenablement. Donc, notre formalisation réside dans l'artisanat. Donc, nous sommes du formel. Très bien. Merci. Merci beaucoup. On arrive au terme de cette émission. Et vous allez regarder droit dans cette caméra en face de vous et puis nous adresser votre mot de la fin. Merci beaucoup à vous. Merci à vraiment mes confrères là. Ils sont très très bons et très très aussi méticuleux, c'est vrai. Ils m'ont appris beaucoup de choses ce soir. Alors j'aimerais dire quand même à tous les présidents qui sont là que je les remercie sincèrement pour avoir porté le soutien à notre émission ici. Ouais. J'aimerais dire aussi que les artisans aujourd'hui adhèrent entièrement au consommé local dédié par l'UEMOA et mis en exécution aussi au Togo par le gouvernement. Et nous pouvons aussi dire que nous sommes dans la logique et nous allons tout faire avec nos démembrements dans toutes les régions pour pouvoir accompagner le gouvernement dans ce sens-là. Nous disons merci quand même à tous ceux qui concourent pour aujourd'hui la bonne formation, le perfectionnement de nos artisans et artisanes du Togo, en particulier le gouvernement, le FONAPP et autres institutions quand même qui aident aujourd'hui à ce que nous puissions arriver à cet objectif que nous poursuivons. Alors donc nous disons merci à toutes les institutions et au gouvernement. Merci. Merci beaucoup. À vous, Monsieur Issa Mohamed. Je rappelle, président de l'Union des chambres régionales de métiers du Togo. À travers vous, je dis aussi merci à tous les autres présidents qui nous ont fait l'honneur de participer à cette émission. Et à vous tous, d'ailleurs. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Patience, merci. Et merci aussi aux étudiants de LDS de nous avoir accompagnés. Luc, oui. Armel, merci beaucoup. Merci à Kelebe Art qui m'a habillé. Ah oui, c'est important. Pub. C'est très important. Il s'appelle Kelebe Art. Kelebe Art. Hein. Bon, voilà. C'est un artisan, non? Il est où? C'est un artisan. Il est à Didogomé. Très bien. Très moins cher et impec. Merci. Allez, très bien. Et merci à toute l'équipe technique et celle de la production. Merci à vous, chers téléspectateurs. Rendez-vous dimanche prochain, mais avant, vous pouvez vous rattraper à 23h si vous avez raté quelques minutes de cette émission, ou encore vendredi en rediffusion à 14h10. Bonne soirée à tous.